Dans cette animation, nous expliquons le fonctionnement de notre cerveau à l'aide d'images à couper le souffle. Pendant la grossesse, un nouvel être humain se forme dans l'utérus. Un cerveau se développe qui n'a pas de plis. Rapidement, cependant, des plis cérébraux se développent et permettent à notre cerveau d'avoir un nombre incroyable de neurones dans un espace très réduit. Le cerveau est généralement divisé en plusieurs parties. Le tronc cérébral se compose de 3 parties, le bulbe rachidien, le pons et le mésencéphale. Le cervelet est plus petit que le télencéphale, mais il contient presque autant de cellules nerveuses que ce dernier. Comme le cervelet, le télencéphale possède un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Les 2 hémisphères sont divisés en zones. Le sillon central, qui apparaît ici en rouge, sépare le lobe frontal du lobe pariétal. Il existe également un lobe temporal et un lobe occipital. Le cortex insulaire se trouve sous les lobes frontal, pariétal et temporal. Familiarisons-nous d'abord avec les structures extérieures du cerveau. Le cerveau étant très fragile, il est bien protégé par la boîte crânienne, constituée de plusieurs os. En outre, le cerveau et la moelle épinière sont entourés de 3 méninges. La première méninge est directement attachée au cerveau et est appelée pymère. Des vaisseaux sanguins, situés entre la pymère et l'arachnoïde, irriguent le cerveau. La dure mère est la plus externe des 3 méninges et est très robuste. Le liquide céphalorachidien, qui ne contient pas que des cellules immunitaires, se trouve entre la pymère et l'arachnoïde. Le liquide céphalorachidien sert également de coussin, protégeant le cerveau en cas de mouvement rapide du crâne ou de choc à la tête. Les cellules du cerveau produisent environ 500 ml de liquide céphalorachidien par jour. Le liquide céphalorachidien circule non seulement dans l'espace sous-arachnoïdien, mais aussi dans des cavités appelées ventricules. Les ventricules sont communément divisés en ventricules latéraux et en 3e et 4e ventricules. Le cerveau est constitué de fibres nerveuses, que l'on appelle matière blanche, et de corps cellulaires nerveux, que l'on appelle matière grise. En principe, toutes les cellules nerveuses ont une structure similaire. Les cellules nerveuses ont un corps cellulaire dans lequel se trouve un noyau cellulaire. Les cellules nerveuses forment souvent des dendrites qui possèdent des épines. En outre, un axone se forme, grâce auquel la cellule nerveuse peut transmettre un signal électrique à une autre cellule. Les 2 cellules nerveuses utilisent une synapse pour transmettre un signal électrique. Une synapse se compose d'une partie présynaptique, d'une partie postsynaptique et d'un petit espace entre les deux. Bien que la structure générale soit toujours la même, les cellules nerveuses peuvent prendre de nombreuses formes. Les cellules nerveuses sont généralement divisées selon les types illustrés ici. En outre, de nombreux axones du corps humain sont entourés de myéline, formée dans le cerveau par les oligodendrocytes. Cela permet à une impulsion d'être transmise encore plus rapidement.
Le cortex cérébral se compose principalement de 6 couches. Par souci de clarté, seules quelques cellules et fibres nerveuses sont représentées ici. Dans certaines conditions, ces cellules nerveuses peuvent mourir. Dans ce cas, il s'agit de maladies telles que la maladie d'Alzheimer. La dégradation progressive des cellules nerveuses entraîne un rétrécissement du cerveau au fil du temps. Les symptômes les plus courants sont les oublis, les problèmes d'orientation et les difficultés à apprendre de nouvelles informations. Certaines cellules nerveuses ou zones du cerveau remplissent des fonctions différentes. Le cortex préfrontal contient des cellules nerveuses qui seraient responsables de notre personnalité, de la résolution des problèmes et de la maîtrise de soi, entre autres. L'aire de Broca, qui rend possible le langage parlé et écrit, est souvent située du côté gauche. Une autre zone importante du lobe frontal est le cortex moteur, qui coopère avec le cervelet pour nous permettre d'effectuer des mouvements volontaires. Avec l'aide du cortex somatosensoriel directement adjacent, qui traite les informations provenant des récepteurs de la peau, par exemple, nous sommes en mesure de générer des séquences de mouvements complexes. Il est important de noter que le côté gauche du cerveau reçoit des signaux du côté droit du corps, et que le côté droit du cerveau reçoit des signaux du côté gauche du corps. À l'intérieur du cerveau, on trouve également des groupes de cellules nerveuses qui accomplissent des tâches très spécifiques. Le thalamus est une zone extrêmement importante, également connue sous le nom de porte de la conscience, qui fait partie du diencéphale. Toutes les perceptions sensorielles, à l'exception de l'odorat, sont traitées et filtrées par le thalamus avant d'atteindre le cortex cérébral. C'est pourquoi nous ne percevons que quelques-uns des nombreux stimuli sensoriels. Voici quelques-unes des nombreuses fibres nerveuses qui envoient des signaux de notre corps au thalamus, qui les traite et, si nécessaire, les transmet au cortex cérébral. Le cerveau possède des fibres nerveuses qui vont d'un côté à l'autre, afin que les deux hémisphères du cerveau puissent communiquer entre eux. L'ensemble de ces fibres nerveuses est appelé corps calleux. Le corps calleux, de la taille d'un pouce, sert à l'échange d'informations et à la coordination entre les deux hémisphères du cerveau. Ainsi, la main gauche sait littéralement ce que fait la main droite. Examinons d'autres zones du cerveau qui sont responsables de tâches très spécifiques. Une zone très importante est l'hypothalamus, qui est probablement le centre de contrôle le plus important du système nerveux autonome. Le réglage correct de la température et de la pression artérielle est la tâche de cette région du cerveau. L'hypothalamus contrôle également notre soif et notre faim. Le système limbique se trouve dans les profondeurs du cerveau et se compose de l'hippocampe, de l'amygdale et du fornix, avec les corps mammillaires à l'extrémité avant. L'hippocampe est responsable de la formation de la mémoire. Si l'hippocampe est enlevé ou détruit, les personnes sont incapables d'emmagasiner de nouveaux souvenirs. L'amygdale sert notamment à stocker les informations relatives au danger. Le cervelet humain est plus petit que le télencéphale, mais sa densité cellulaire est nettement plus élevée. Comme le télencéphale, le cervelet possède de la matière blanche et de la matière grise. Les cellules nerveuses les plus importantes du cervelet sont les cellules de Purkinje, qui peuvent être considérées comme les neurones les plus complexes de tout le système nerveux. Grâce à ces cellules nerveuses, le cervelet est capable de transformer les mouvements planifiés par le cerveau en séquences de mouvements coordonnés. Sans le cervelet, des mouvements harmonieux tels que la marche ne seraient pas possibles.
De nombreuses autres zones, comme l'hypophyse, qui fait partie du diencéphale, sont tout aussi importantes. L'hypophyse est responsable de la régulation hormonale et donc de la croissance, de la reproduction et du métabolisme. Outre l'hypophyse, située à l'avant du cerveau, il y a la glande pinéale, également connue sous le nom d'épiphyse. La glande pinéale sécrète une hormone appelée mélatonine. La mélatonine est produite dans l'obscurité et influence donc notre cycle veille-sommeil.